Des organisations de la société civile regroupées au sein du groupe de travail Climat Red Rénové, GTCR, ont déposé leurs notes d'analyse sur les 10 mesures prises dans le cadre de la gestion des ressources naturelles. Les dites mesures avaient été adoptées dans le Conseil des ministres du 19 juillet. Le souhait de ses membres est que le gouvernement se fixe pour assurer la sécurité, le développement et la gestion communautaire durable des forêts et de l'ensemble des ressources naturelles qui regorgent la RDC. Nous avons mis l'accent sur peut-être 5 ou 6 mesures que nous jugeons urgentes et prioritaires pour l'instant. La première mesure concerne la levée du moratoire. Bien sûr, il y avait d'autres membres de GTCR qui n'étaient pas pour la levée du moratoire, mais la majorité estime que le moratoire a longtemps duré et qui bénéficie pour la durée de ces moratoires. Est-ce que les communautés bénéficient? Est-ce que le pays bénéficie si on maintient les moratoires ou alors si on fait la levée du moratoire? Est-ce que les communautés vont bénéficier et le pays va bénéficier? À l'épineuse question de la levée du moratoire, la vice-première ministre, ministre de l'Environnement et Développement durable, a persisté à 2 faiblesses. Le timing qui doit fixer les moratoires puisque la situation reste pendante il y a de cela beaucoup d'années. La question de l'octroi des concessions forestières a également fait l'objet de débats entre les membres et les ministères. Ces acteurs ont insisté sur la cohérence et la complémentarité de ces mesures avant sa mise en application. En République démocratique du Congo, nous n'avons pas la culture de payer la taxe carbone. Il s'avère si important qu'en compensation, il y ait une taxe de pollution, une taxe carbone pour que le pays en bénéficie et cherche des mécanismes pour essayer d'atténuer cette pollution, l'augmentation des gaz à effet de serre au niveau de notre pays. Signalons qu'une réunion sera convoquée incessamment par les GTCR pour mettre à jour cette note de position. La vice-première ministre, ministre de l'Environnement et Développement durable, F. Bazaïba, a exprimé son désir de voir dans un avenir proche la mise en place du cadre de concertation entre les acteurs non étatiques œuvrant dans le secteur de l'environnement et son ministère. Ce cadre sera subdivisé en pôles de forêt, de biodiversité, de l'eau et de l'intégration de la dimension genre. Chaque pôle sera assisté d'un conseiller du ministre. Poursuite de la grève des médecins dans les hôpitaux publics de toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Effective depuis lundi 12 juillet, cette grève avait déjà été annoncée par le syndicat national des médecins SINAMED dans un préavis qui courait jusqu'au 10 juillet. À partir de lundi 20 juillet, les activités ont été encore restreintes dans les hôpitaux car aucun compromis n'a été trouvé entre les syndicats et le gouvernement central. Liés par le serment d'Hippocrate, les médecins ne craignent-ils pas d'avoir des morts entre les mains suite à ce durcissement de ton? Joint au téléphone, le secrétaire général du syndicat national des médecins de la RDC répond. Toute la journée d'hier, nous sommes restés là de 14 h et nous sommes séparés à 22 h. Avec le Premier ministre? Oui, nous sommes séparés à 22 h. Quand je vous dis ça parce que maintenant là, nous sommes obligés de préparer un communiqué de presse et quand nous allons nous mettre d'accord, les 3 syndicats, et nous allons vous inviter pour publier ça officiellement. On n'a pas coupé. Quand on parle de la polarisation, il y a un hôpital par district administratif qui est désigné pour recevoir les cas d'urgence. Tandis que les cas d'urgence extrêmes qui arrivent, il y a les piquets qui doivent les recevoir. Je parle bien des urgences extrêmes qui les doivent les recevoir. Les banques du sang ne ferment pas aussi. Mais les malades qui sont hospitalisés doivent être suivis jusqu'à leur sortie par les chefs de département et les chefs de ces services-là. Mais les autres médecins restent à la maison chez eux. Pour rappel, les médecins de la RDC revendiquent auprès du gouvernement central le paiement de la prime de risque et l'inscription sur les listes de paye des nouvelles unités. Cette grève ne vient que s'ajouter sur la liste de plusieurs autres qui ont eu lieu en République démocratique du Congo avec les mêmes revendications. Pourquoi la solution tarde-t-elle à venir? Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions.
La lutte contre la salubrité et la réhabilitation des acteurs principaux de la capitale de la République démocratique du Congo était au menu des échanges entre le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean-Tini Ngobila, et le ministre des Infrastructures et Travaux publics, Alexis Gisaro. Les deux personnalités attendent de lancer dans les prochains jours les projets Kinshasa Zero Trou, une initiative selon Jean-Tini Ngobila qui rentre dans le cadre de Kinshasa Bopeto. Les travaux se feront simultanément dans les 4 districts de la ville de Kinshasa, à savoir Tchango, Mongafula, Lukunga et Funa. Aujourd'hui, c'était la programmation que nous comptons terminer aujourd'hui. Et dans les jours qui viennent, je pense que dans un délai relativement très court, nous allons lancer les travaux. Le gouvernement central va commencer à décaisser mensuellement 5 millions de dollars. Et puis, ça peut aller facilement sur 3 mois. Kinshasa Zero Trou est un programme conçu par le ministre d'État en charge des infrastructures et travaux publics. Ce projet s'étendra sur 3 mois et bénéficiera du financement mensuel du gouvernement central de près de 5 millions de dollars américains. Nous avons conçu un programme que nous avons appelé Kinshasa Zero Trou, conçu par les ministres d'État, ministre des infrastructures, et validé aussi par la ville de Kinshasa. Et j'ai dit ce projet fait suite à la volonté du président de la République, à améliorer les conditions des chauffeurs, des utilisateurs donc des routes. Il s'est de rappeler que, dès son arrivée à la tête de la ville de Kinshasa, Jean-Tini Ngobila Mbaka a fondé son mandat sur le programme Kinshasa Bopeto. La mise en place d'une politique de construction des routes est une mesure d'urgence afin de rajouter les routes secondaires et de résoudre les problèmes de transport dans la capitale. C'est ce jeudi 22 juillet 2021 qui se clôture le 41e congrès des maires francophones à Kigali, au Rwanda. Durant 5 jours, soit du 18 au 22 juillet, les maires se sont battus pour trouver des solutions efficaces visant la protection des citoyens tout en maintenant la qualité des services offerts aux populations par les municipalités en luttant contre les déchets non biodégradables. Au menu des travaux étaient inscrits des panels sur la gouvernance locale, la lutte contre la pandémie de Covid-19, la protection de la biodiversité et de l'implication pour chaque État à lutter contre les effets des changements climatiques. Les membres ont par la même occasion décidé de lutter pour l'autosuffisance alimentaire de l'Afrique francophone en particulier et de tous les États en général afin de propulser le développement de ce continent. Je voudrais encourager les maires de villes francophones ici présents, ainsi que les membres de la société civile, à redoubler les efforts pour soutenir les initiatives plaçant la cohésion sociale, le vivre ensemble et le numérique au cœur de la transformation de nos villes. La coopération transfrontalière joue un rôle majeur dans l'intégration économique de nos villes. De ce fait, le développement des infrastructures transfrontalières adéquates est très capital pour abaisser les coûts des transactions et accélérer la circulation des biens et services. À en croire les maires fondateurs, cette association attend étendre sa cohésion sociale des villes francophones en associant également des villes anglophones pour plus d'impact de leurs actions. La francophonie, c'est bien sûr d'abord une communauté de langues, mais c'est surtout une communauté de valeurs qui porte haut la solidarité et la fraternité. Au cours de ce congrès, la Rwandaise Lydie Akizimana a été élue femme francophone de l'année pour ses efforts en faveur de l'éducation et dans la lutte contre la pandémie du coronavirus. Nous devons travailler ensemble, devons collaborer. Et cette collaboration entre les villes, le secteur privé, la société civile est très importante. Aujourd'hui, nous avons, à travers ce prix, on a pu démontrer qu'une collaboration entre le secteur privé et une mairie est possible et que ça peut donner des fruits. Donc vraiment, nous portons à la connaissance du public et nous aimerions vraiment porter un appel à tous pour pouvoir engager beaucoup plus d'entrepreneurs dans ce domaine-là, à travailler avec les villes, les districts, pour pouvoir résoudre les problèmes dans leur communauté. Les différents maires ont tour à tour pris la parole pour exposer sur l'un des thèmes inscrits au menu de leurs pays respectifs. Malheureusement, aucune représentation de la RDC n'a été signalée depuis le début des assises.
Signalons que l'Association internationale des maires francophones a été créée en 1979 avec 20 villes fondatrices à l'initiative de l'ancien maire de Paris, Jacques Chirac, et de Québec, Jean Pétellier. Regroupant actuellement 294 villes, elle est à la fois un forum de concertation entre les maires et un réseau de coopération attaché à renforcer la démocratie mondiale. La noix de coco est un fruit exotique par excellence. Dans le commerce, on la trouve sous diverses formes. Entière, râpée, en copeaux, en lait, en crème ou encore en eau. Elle est originaire de la région indo-malaise, dans la famille des Acéracées. Elle a la chair blanche, la saveur sucrée et a comme saison de novembre à février. La noix de coco pousse en régime de 10 à 20 fruits sur les cocotiers. À la récolte, elle pèse en moyenne 1 ou 1,5 kg. Sous sa coque brune se trouve la chair blanche et un liquide appelé eau de coco. La noix de coco est riche en lipides, en fibres, elle stimule le transit intestinal, elle est source de fer et de phosphore. Le phosphore est très bénéfique dans le maintien de la santé des os et des dents. Le fer et les protéines, quant à eux, sont bénéfiques pour le sang. Selon les nutritionnistes, la noix de coco est riche en matières grasses. Il faut donc limiter sa consommation. Quant à l'huile de la noix de coco, elle a gagné en popularité dans les dernières années. Elle est bénéfique pour la peau, les cheveux et même la cuisson des aliments. La noix de coco est source de magnésium. Le magnésium participe au développement osseux, à la construction des protéines, aux actions enzymatiques, à la contraction musculaire et à la santé dentaire. La noix de coco est source de potassium. Dans l'organisme, il sert à équilibrer le pH du sang et à stimuler la production d'acide chlorhydrique par l'estomac, favorisant ainsi la digestion. Le zinc participe notamment aux réactions immunitaires, à la fabrication du matériel génétique, à la perception du goût, à la cicatrisation des plaies et au développement du fœtus. La noix de coco est une source de vitamines B5 et B6. Elles font partie des coenzymes qui jouent le rôle de la fabrication des neurotransmetteurs qui sont des messagers dans l'influx nerveux et la vitamine B9 qui participe à la fabrication de toutes les cellules du corps dans les globules rouges. Cette vitamine joue un rôle essentiel dans la production du matériel génétique, ADN et ARN, dans le fonctionnement du système nerveux et du système immunitaire, ainsi que dans la cicatrisation des blessures et des plaies. En ce qui concerne l'écologie et l'environnement, dans les pays bordant le Pacifique, on se sert de l'huile de coco raffinée comme carburant dans les voitures pour remplacer le diesel. Toutefois, on ne recommande pas cette solution dans les pays du Nord, car la température moyenne ne doit jamais descendre sous les 17 degrés Celsius, au risque que l'huile ne se solidifie. On imagine alors les problèmes. La noix de coco pousse dans certaines régions de la RDC. À Kinshasa, elle se vend au marché comme dans la rue, même en tranches et à moindre coût.